Donc, je m'appelle Alfred Almandra. J'ai déjà repéré dans la liste des participants quelques personnes que je connais et donc que je salue, Hervé, Laurent, etc. Voilà, je ne vais pas lister tout le monde non plus. Donc, je suis coach agile indépendant, donc je suis consultant. Techniquement, je ne suis pas coach professionnel, je suis consultant, ce qu'on appelle dans la communauté coach agile. Et je suis indépendant basé à Lyon. Et aujourd'hui, je vais vous parler du sujet impossible de transformer mon organisation. Et pour parler de ce sujet, je vais d'abord faire un petit disclaimer. Ce que je vais vous partager, c'est mon retour. Et donc, forcément, il y a un biais puisque je connais qu'un nombre très limité d'entreprises et de contextes. Et c'est mon regard d'intervenant extérieur. Et bien sûr, l'intervenant extérieur a la part facile, a la part belle. Je ne suis pas acteur du changement dans les entreprises. En revanche, je forme et j'accompagne des personnes qui sont, elles, actrices du changement dans les entreprises. Donc voilà, je préfère prévenir que ce que je vais vous partager, c'est ce qui a émergé. Alors, ce n'est pas que des choses que moi-même j'ai poussées, c'est des choses que j'ai vues aussi émerger du terrain, mais c'est que de ma perspective. Et aujourd'hui, la promesse que j'aimerais vous faire et que j'espère tenir, c'est de m'adresser à des personnes qui se considèrent acteurs du changement, que ce soit de façon j'allais dire volontaire ou subie. Mais en tout cas, voilà, si vous vous sentez acteur du changement, je pense pouvoir vous apporter quelque chose. Plutôt des gens qui ne sont pas experts du changement. Là, pour le coup, je pense que vous en apprendrez moins. Et en revanche, je serais ravi d'avoir vos contributions dans les commentaires ou dans les questions. Et ma promesse tient en 2 points. J'aimerais vous donner quelques trucs et astuces qui vous permettent peut-être de lever les objections auxquelles vous pourriez faire face et éventuellement de vous délivrer des questions, c'est-à-dire des formulations sous forme de questions qui peuvent éventuellement vous aider à changer vous-même de posture, comme moi, ça m'a aidé à changer ma propre posture. Donc voilà, je vais essayer de tenir cet engagement et on verra, vous me direz à la fin si je l'ai tenu ou pas, ou dans quelle mesure. Alors le premier point, c'est que quand on parle de transformation, on parle donc de changer des choses, et on imagine pour changer pour le mieux. Le truc, c'est que on voit tout de suite les pertes qu'on va avoir, les investissements nécessaires ou ce qu'on va devoir sacrifier. On a la perception de ce qui va être risqué, des risques que l'on pourrait prendre, qu'ils soient fondés ou non, peu importe, mais en tout cas, on peut en avoir une perception, une appréhension. En revanche, en termes de bénéfices, il y a vraiment un clivage, une différence entre ceux qui voient des bénéfices potentiels, qui voient pourquoi on fait les choses, et puis probablement une autre population qui, elle, pour l'instant, n'a peut-être pas compris, ou n'est peut-être juste pas au courant, ou n'a peut-être pas conscientisé quels étaient les bénéfices qu'elle pourrait tirer, soit elle-même, soit pour l'organisation, ou pour les clients, ou que sais-je. Et donc, à ce niveau-là, le genre d'objection auquel on peut faire face, c'est, mais après tout, pourquoi changer? Transformer, ça veut dire changer, et changer, on pourrait se dire, mais pourquoi changer puisque ça marche déjà? Donc, j'aimerais vous donner mon avis, ma perspective sur cette objection qui consiste à dire, pourquoi changer? Quel est l'intérêt? Pour moi, ça réside sur la notion de but, et donc, je pense qu'il faut distinguer ce qu'est l'amélioration et ce qu'elle n'est pas. De mon point de vue, l'amélioration n'a pas pour but de réparer ce qui ne fonctionnerait pas. Donc, en l'occurrence, cette objection qui consiste à dire « nous, ça marche », en fait, on ne devrait pas attendre les améliorations, on ne devrait pas attendre que ça ne marche pas pour essayer d'améliorer. C'est justement quand tout va bien qu'on a le temps d'améliorer. L'objectif direct de l'amélioration ne devrait pas être de réduire les coûts. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas un bénéfice collatéral qui peut arriver, pourquoi pas, ça peut contribuer. Mais si on pousse le fin du fin au niveau de la réduction des coûts, de manière consciente ou inconsciente, il se peut que les personnes qu'on a en face de nous puissent faire le lien entre réduction des coûts et réduction des effectifs. Et alors là, pour le coup, la question est très simple. Imaginez qu'on dise à quelqu'un, on est 5 dans l'équipe et on a fait 20% d'amélioration. Ça veut dire que c'est comme si on faisait le même job qu'avant, mais seulement à 4 personnes. Ça veut dire que le dernier petit nouveau qu'on vient d'embaucher, on pourrait s'en débarrasser, on pourrait s'en séparer. À partir du moment où les gens commencent à raisonner ou à imaginer ou à percevoir, à sentir avec leurs émotions, commencent à se dire « Tiens, j'intuite que si demain on améliore, ça va sacrifier mon emploi, alors le mien ou celui d'un autre, mais en tout cas, on est tous dans le même bateau. » J'ai du mal à concevoir que les gens vont être moteurs, volontaires pour améliorer dans le temps quelque chose qui détruit leur travail.
Et donc, à l'inverse, je vous propose une autre perspective pour l'amélioration, c'est que l'amélioration devrait nous permettre de libérer du temps disponible. Et pour faire quoi? Eh bien, pour faire tout ce qu'on n'a jamais le temps de faire, mais qu'on aurait envie, voire même qu'on aurait besoin de faire. Et là, ça change tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit, on est 5, on a amélioré de 20% nos performances. Et donc, c'est comme si on pouvait libérer une personne. Eh bien, l'équivalent de cette personne disponible, on ne va pas la sacrifier. Au contraire, on va pouvoir disposer de cette disponibilité pour faire toutes les choses qu'on n'a jamais le temps de faire, que ce soit pour les employés eux-mêmes, pour les actionnaires, pour le marché, pour les clients, pour l'environnement, la société, bref, pour affûter nos outils, tout ce qu'on pourrait imaginer. Ce qui m'amène à une première astuce. Cette première astuce, c'est la règle des 3 tiers. L'idée est la suivante, c'est que avant de demander aux gens s'ils sont OK ou pas pour se transformer, pour changer les choses, changer l'existant, c'est d'abord de les faire réfléchir à quelles sont ces choses sur lesquelles on n'a jamais le temps de contribuer et de se dire que si on pouvait améliorer la situation, donc par exemple, si on pouvait gagner du temps disponible, eh bien ce temps disponible, de se dire qu'on pourrait répartir le gain selon 3 axes. D'un côté, les individus, donc les employés eux-mêmes, que ce soit individuellement ou collectivement, les équipes par exemple, que ce soit pour le groupe en tant qu'entreprise, donc le business, l'actionnariat, la différenciation par rapport à la concurrence, etc., ou que ce soit vis-à-vis du monde extérieur, c'est-à-dire la société, l'environnement, les clients, les utilisateurs, etc. Et donc, pour vous donner un ordre d'idée, si une équipe améliore son mode de fonctionnement de 15%, bien, si vous prenez sur un mois de travail, c'est 20 jours travaillés, 15% c'est 3 jours. Donc, ça veut dire que potentiellement, on a réussi à faire en 17 jours ce qu'on faisait avant en 20. Et donc, ça libère un jour pour les employés, un jour pour l'entreprise, un jour pour les clients. Et si en plus, on arrive à faire travailler les équipes sur des choses qui convergent entre ces 3 axes, c'est-à-dire des choses qui vont motiver les équipes, qui les intéressent, qui sont utiles pour les clients et qui sont intéressantes pour l'entreprise, par rentabilité ou par différenciation ou que sais-je, alors d'un seul coup, ces 3 jours-là peuvent être réunis pour travailler sur les mêmes choses. Donc là, je pense qu'il y a un potentiel gagnant-gagnant, je dirais même gagnant-gagnant-gagnant, 3 fois gagnant, qui permet éventuellement que les gens basculent et se disent « Ok, donc là, j'y vois moi personnellement un intérêt à améliorer, donc à changer, parce que je sais que je vais pouvoir en tirer un bénéfice. » Et bien sûr, je ne parle pas que de bénéfice financier. Hein, un bénéfice, c'est-à-dire un gain dont on va pouvoir profiter. Donc la question ici qu'on pourrait se poser, c'est pour éventuellement changer de posture et avoir une relation aux autres un peu différente dans la conduite du changement, c'est qu'est-ce qu'on voudrait faire de positif pour nous, l'entreprise, les clients, la société, l'environnement, mais qu'on n'a malheureusement jamais le temps de faire. Et à partir de là, si nos améliorations permettent de nous rendre disponibles, alors enfin, on sera heureux d'avoir du temps pour travailler sur ces sujets. N'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Hein. Je jette un petit coup d'œil à chaque changement de partie. Il y a 7 petites parties, donc voilà. Deuxième point, donc ici vous reconnaissez peut-être l'image de la première montgolfière, des frères Montgolfier. Alors, j'aimerais souligner un point ici, c'est qu'on est donc en 1783, lors du premier vol. Et le truc, c'est qu'en 1782, il y a des scientifiques, dont Monsieur Delalande, mais ce n'est pas le seul, hein, un savant, un astronome, mais lui et plusieurs scientifiques ont écrit un papier scientifique pour démontrer qu'il était physiquement impossible qu'un homme puisse se sortir du sol, puisse s'élever dans les airs et puisse se maintenir durablement dans les airs. Chose étonnante, c'est que depuis des siècles, voire des millénaires, c'est quelque chose, c'est un fantasme dans l'esprit humain de se dire tiens, et si on pouvait faire comme les oiseaux, si on pouvait voler. Il y a des écrits, alors par exemple, si on pense au cerf-volant chinois, alors soi-disant que certains auraient vu des cerfs-volants chinois tellement grands, il y a déjà très longtemps, capables de soulever un homme. Voilà. Donc il y a peut-être des choses qui ont eu lieu ou pas, mais en tout cas, si on regarde en 1782, tout le monde s'accorde à dire, bah, écoutez, il y a des scientifiques qui nous prouvent que c'est pas possible, et pourtant, l'année d'après, les frères Montgolfier vont le faire.
Donc, les mots qu'on peut entendre, nous, dans la conduite du changement, c'est des choses comme c'est impossible, c'est infaisable, notre contexte est différent, oui, mais telle raison, on a toujours fait comme ça, non, parce que telle excuse, tel prétexte, etc. Alors, j'aimerais vous proposer un regard différent par rapport à ces objections. La première chose, c'est que on ne choisit pas son contexte, mais en revanche, on peut choisir son attitude. C'est-à-dire que la phrase ici, c'est pas tellement de justifier les phrases, les objections par rapport au contexte, mais plutôt qu'elles sont révélatrices de l'attitude qu'on est en train d'adopter par rapport au contexte dans lequel on est, qu'on a peut-être choisi ou qu'on n'a peut-être pas choisi, qu'on est peut-être capable de maîtriser ou pas. Mais en tout cas, on est dans un contexte donné. Eh bien, on est toujours maître de l'attitude qu'on peut adopter vis-à-vis de ce contexte. Le deuxième point, c'est que il est malheureusement impossible de démontrer que quelque chose est impossible. En revanche, il est possible de démontrer que c'est possible, il suffit de le faire une fois. Et quand je dis il suffit, je mets des guillemets, on est d'accord, c'est pas forcément facile, mais par contre, une fois qu'on l'a fait une fois, bah, ça y est, c'est acté, c'est prouvé, c'est possible. Et quand je dis qu'il est impossible de démontrer que quelque chose est impossible, on me donne par exemple des fois l'exemple des mathématiques. On me dit, oui, mais en mathématiques, on peut bien prouver que 1 plus 1 égale 2. Alors c'est vrai, mais c'est vrai seulement sous couvert de certains axiomes. En fait, les mathématiques sont fondées sur 4 axiomes. Et donc, dans ce cadre-là, effectivement, on peut démontrer quelque chose. Et donc, on peut démontrer, par exemple, que 1 plus 1 n'est pas égal à 3, par exemple. Mais c'est que sur la base de ces axiomes. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on peut démontrer dans un cadre, mais qu'on ne peut pas démontrer de manière absolue. Et ça porte même c'est même un théorème de Gödel, je crois, qui prouve que tout système, comme les mathématiques, ne peut pas être à la fois complet et cohérent. Et donc, dès lors qu'on veut un système cohérent comme les mathématiques, eh bien, il est malheureusement incomplet. Et donc, il ne décrit pas l'univers. Dit autrement, si on voulait montrer que quelque chose est impossible, il faudrait, à ce moment-là, pouvoir expérimenter une infinité de combinaisons avec une infinité de moyens. Et donc, au bout d'une infinité des temps, peut-être qu'on arriverait à convaincre les gens et leur dire, bah, écoutez, on a vraiment tout essayé et c'est impossible. Donc, mon point ici, c'est que plutôt que d'essayer de prouver que quelque chose est impossible, ça pourrait être intéressant de basculer et de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver des chemins pour rendre la chose possible ou peut-être pour passer outre ce qui paraît être impossible. On peut peut-être trouver des contournements et atteindre nos objectifs ou les impacts visés sans forcément, on va dire, buter contre cet obstacle. Alors bien sûr, quand on parle d'impossibilité, en fait, ce que ça révèle aussi souvent, c'est derrière cette impossibilité se cachent des excuses, alors que ça s'appelle des prétextes, des contraintes, des risques, des peurs, peu importe, des raisons, des bonnes raisons. En fait, pour moi, c'est que le message « c'est impossible », c'est pas cet argumentaire-là qui est fondamentalement intéressant, c'est plutôt la posture de la personne par rapport à son contexte, et ça rejoint un petit peu la conférence de Sylvie juste avant sur les modèles mentaux, c'est d'essayer de comprendre avec de l'empathie qu'est-ce qui se cache derrière, avec du questionnement, d'essayer de trouver les raisons sous-jacentes. Et donc l'idée ici, c'est de se dire, derrière chaque excuse qui en fait est légitime, il est tout à fait légitime de la part des personnes d'exprimer cela comme ça, de dire bah, nous aujourd'hui pour nous c'est impossible, de voir comment est-ce qu'on pourrait les amener à travailler sur des moyens potentiels. On ne sait pas si on va trouver des moyens, mais voir si ça peut nous permettre de trouver des pistes. Alors, si je le pousse un peu à l'extrême, de mon point de vue, il se trouve que les plus grands gains sont parfois là où l'on n'a jamais encore cherché. Parce que justement, comme c'est impossible, on ne cherche pas de ce côté-là. Et comme on n'a jamais cherché de ce côté-là, eh bien c'est comme la première fois qu'on marche dans le désert et qu'on tombe sur un puits de pétrole, on n'avait jamais regardé et d'un seul coup, ça devient un gisement phénoménal. C'est-à-dire que les plus grands gains, c'est justement là où on n'a jamais cherché. Et après, une fois qu'on aura bien profité de cette voie-là, à coup d'optimisation, bah là, probablement que ce sera plus dur, de plus en plus dur d'en profiter. Mais la première fois, c'est peut-être là où on a les meilleurs gains. Par contre, ils ne sont peut-être pas évidents à dénicher, à voir la première fois. Autre chose qu'on peut changer dans la posture, à la fois la sienne et accompagner les autres aussi, c'est est-ce qu'on est dans une posture d'attente, c'est-à-dire qu'on attend une solution. Par exemple, une des phrases typiques, c'est « oui, mais dans notre contexte, personne ne l'a jamais fait », comme s'il fallait attendre que quelqu'un l'ait fait une fois pour qu'on puisse dire « ah ben alors nous, à ce moment-là, on va commencer à investir dans ce champ-là ». Ou est-ce qu'on essaye de basculer et d'essayer de construire une ou des solutions. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut se rendre acteur, voire même est-ce qu'on veut être nous-mêmes les pionniers dans notre contexte, dans notre domaine, etc.
Donc là, l'idée, c'est d'essayer de transformer une raison, aussi légitime soit-elle, en opportunité. Et alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Une technique que je vous propose aujourd'hui, une astuce qui est très légère, qui est très simple, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un exprime une impossibilité, une excuse, un prétexte, peu importe, déjà, on accueille cette raison-là sans la juger, sans la critiquer, on ne rebondit pas d'un point de vue argumentaire dessus, on va s'interdire de le faire dans un premier temps. On va l'écrire, par exemple, quand on sera plus confiné, on pourra l'écrire sur des post-it de façon collégiale au mur. Sinon, en attendant, on peut utiliser des outils virtuels. Et l'idée, c'est d'accueillir toutes ces bonnes raisons, tous ces prétextes, et d'écrire simplement en haut du post-it les lettres HMW, pardonnez mon accent, donc how might we, c'est-à-dire comment pourrions-nous. C'est-à-dire que d'un seul coup, le mot qui nous dit, par exemple, on ne peut pas le faire dans notre contexte, ben juste au-dessus, on va inscrire comment pourrions-nous faire malgré notre contexte. C'est-à-dire que chaque mot qui a été exprimé peut d'un seul coup donner lieu à une question comment pourrions-nous qui potentiellement va nous ouvrir sur un certain nombre de pistes à explorer, de possibilités. Donc ici, ce qu'on peut utiliser comme question, je vous en donne 3. La première, c'est qu'est-ce qui n'a pas changé depuis longtemps? C'est-à-dire que si quelque chose n'a pas changé depuis très longtemps, alors il y a probablement de grands gains à faire. Je vais vous donner un exemple pour que ces personnes sorties de tout contexte. Je ne sais pas s'il y a des gens qui travaillent dans l'éducation aujourd'hui. Prenez l'éducation, ça fait 200 ans probablement, quelque chose comme ça, qu'on fonctionne avec un système millésimé, donc comme si tous les étudiants de la même année, nés la même année, avec le même âge, avaient le même niveau de connaissance et de motivation et de compétences. Si d'un seul coup on se dit, tiens, c'est quelque chose qui n'a pas changé depuis longtemps, mais on peut peut-être faire mieux autrement, d'un seul coup, on va peut-être trouver d'excellents leviers. Pour donner un exemple, il y a un MOOC à Stanford sur des choses assez avancées en mathématiques et en physique, ce MOOC-là est suivi par je crois pour un tiers, je n'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'est un tiers des personnes qui le suivent, ont moins de 18 ans, ont entre 13 et 18 ans. C'est-à-dire qu'officiellement, elles ne sont même pas censées avoir le niveau pour le suivre. C'est quand même interpellant. Ensuite, on peut se poser la question, en quoi notre contexte nous semble inadapté ou impossible? C'est-à-dire qu'on comprend l'expression de cette impossibilité et par contre, on va essayer de travailler sur en quoi ça nous paraît impossible et de trouver les raisons sous-jacentes qui permettent peut-être de trouver des pistes. Et là, on pourrait se dire comment pourrions-nous atteindre tout ou partie de l'impact que l'on vise indépendamment des moyens, c'est-à-dire que l'on passe par cette solution ou par une autre, ou qu'on la contourne, ou qu'on passe par autre chose. Comment est-ce qu'on pourrait atteindre les impacts visés? Alors, j'imagine que quand vous n'êtes pas confiné, dans la vie de tous les jours, il vous arrive de traverser la route. Et j'attends pas de réponse dans les commentaires. Hein. Je pense que là, je ne prends pas de risque en me disant que parmi l'auditoire, des gens ont traversé la route. Moi-même, je le fais régulièrement. Et pourtant, vous serez d'accord pour dire que traverser la route, c'est risqué. Mais du coup, c'est risqué et on le fait quand même. C'est intriguant. Alors ici, les objections auxquelles on peut faire face, c'est des objections qui vont nous dire par exemple « et si jamais ?» ou « est-ce qu'on ne risque pas de ?» Mon message ici, c'est de dire que effectivement, ces craintes sont tout à fait légitimes. C'est-à-dire que dans les approches collaboratives, dans les approches agiles, lorsqu'on veut transformer quelque chose, une des choses que l'on essaye de faire, c'est de détecter les risques, les problèmes potentiels, de les détecter au plus tôt. Et donc, effectivement, puisqu'on se met à détecter des risques au plus tôt, forcément, ça peut susciter des peurs. Donc, en fait, le fait de s'inquiéter par rapport à ça est tout à fait légitime. Le deuxième point, c'est que puisqu'on cherche à détecter et à mitiger les risques au plus tôt, il se peut que pendant un certain temps, la transformation soit un petit peu anxiogène, un petit peu comme si un nouveau médecin se mettait à fouiner et à nous faire des check-ups tous les jours pour essayer de trouver de nouveaux microbes ou de nouvelles maladies. Et donc, il y aurait un côté anxiogène. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est d'abord tout à fait légitime que des personnes soient inquiètes par rapport aux risques que l'on pourrait courir à changer les choses. Maintenant, le truc, c'est que dans un contexte incertain et exploratoire, quand on avance à tâtons et qu'on essaie de découvrir la suite, eh bien, le plus risqué, c'est souvent de ne prendre aucun risque. Pour ne citer qu'un seul exemple qui est très connu là-dessus, c'est l'exemple des militaires. En fait, dans une situation un petit peu d'urgence, un petit peu de crise, un petit peu où il faut faire des choix difficiles et rapides, eh bien, malheureusement, décider de ne rien décider, c'est-à-dire décider de ne rien faire, malheureusement, c'est souvent une décision en fait extrêmement risquée. Et donc, pour les militaires, c'est un risque létal, hein, c'est un risque vital.
Et donc, ce qu'aiment à dire les militaires à ce niveau-là, c'est que lorsqu'ils sont sur le front, lorsqu'ils sont dans la situation d'urgence, eh bien, ils sont entraînés pour prendre à chaque instant la décision la plus risquée possible, mais qui ne remettent pas en cause leur capacité future. Dit autrement, ils ne font pas non plus exprès de s'exposer au risque de se prendre une balle et que la mission s'arrête aussitôt. Là, l'idée, c'est plutôt de dire quelle est la décision active que je peux prendre maintenant, je vais agir, mais en essayant de mitiger le risque, c'est-à-dire de faire en sorte que ça ne remette pas en cause mes capacités futures, qu'elles soient physiques, d'un point de vue outils, équipements, collectifs, etc. Alors, c'est un exemple certes extrême, hein, celui des militaires, mais là, l'idée, c'est quand même de se dire que lorsqu'on est un petit peu bloqué face à la crainte du risque, encore une fois qui est légitime, eh bien malheureusement, ne rien faire est en fait extrêmement périlleux. Prenez une entreprise qui a besoin de se réinventer parce qu'elle est, allez, je mets des guillemets, elle est ubérisée, son secteur est ubérisé en ce moment, eh bien 3 mois ou 3 ans qui passent sans fortement agir, en prenant beaucoup de risques, malheureusement, à la fin, ça peut être la clé sous la porte. Ça peut être vraiment quelque chose de violent. Alors, ici, on peut plutôt se rassurer en se disant d'abord que le risque zéro, de toute façon, n'existe pas. Alors là, j'ai un message important pour tous les acteurs du changement et pour les coachs agiles tels que moi, hein, c'est que lorsque quelqu'un nous dit « et si jamais, est-ce qu'on ne risque pas ?» Eh bien, malheureusement, cette question-là, il ne faudrait jamais répondre non. Parce que malheureusement, le non est faux. C'est-à-dire que le risque, la seule réponse, c'est oui, bien sûr qu'on risque. Par contre, ce risque, il peut être modéré, il peut être géré, on peut mettre des actions en face. Mais par contre, le risque zéro n'existe pas. Donc, répondre non à quelqu'un qui dit « est-ce qu'on ne risque pas de ?» Là, pour le coup, ce serait mentir, je pense. Et là, on risque de tomber dans un piège, c'est de renforcer les craintes, les peurs des personnes à qui on est en train de parler. Alors maintenant, bien sûr, le risque zéro n'existe pas, mais ce n'est pas parce que c'est risqué qu'il ne faut pas le faire. Traverser la route, c'est risqué, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le fait pas. Simplement, lorsqu'on va traverser la route, eh bien, on va gérer, on va mitiger le risque. Donc, par exemple, on traverse quand c'est vert pour les piétons. Et ici, à Lyon, même quand c'est vert pour les piétons, on regarde quand même 2 fois de chaque côté, au cas où. Mais en tout cas, on ne court pas les yeux bandés en traversant l'autoroute de nuit. Ça, pour le coup, c'est très dangereux. L'idée ici, c'est qu'on peut agir tout en mitigeant le risque. Et c'est bien faire les deux en même temps. J'agis et en même temps, je mitige le risque pour justement réduire le risque qui de toute façon existera, qui ne sera pas à zéro, mais je peux agir en mitigeant le risque. Alors, la technique que je vous propose, et qui est en fait extrêmement connue et répandue, et qui existait bien avant l'agilité, c'est le fait d'identifier les risques et de mettre en face des principaux risques des actions priorisées. Et comment est-ce qu'on va les prioriser? En faisant, par exemple, une petite matrice. Sur un axe, on met l'impact ou la gravité, c'est-à-dire l'importance des dégâts si jamais le risque se transforme en problème, si jamais il est avéré. Et sur l'autre axe, le risque d'occurrence ou de probabilité, c'est-à-dire quel est le pourcentage de chance que ce risque se transforme en problème. Et donc, bien sûr, quelque chose qui a de grandes chances d'arriver et qui va nous causer de gros dégâts s'il arrive, là, forcément, c'est un risque très fort et il est important de mettre des actions en face. La question qu'on peut se poser simplement ici, c'est de dire quels sont les risques et comment les gérer. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû mettre ou pas ce slide. J'ai hésité. C'est pas très classe de mettre un urinoir dans ces slides, mais j'avoue que c'est un de mes exemples préférés. Vous avez beau demander à la jante masculine d'uriner au bon endroit, eh bien, vous en retrouvez de partout. Et je trouve extrêmement malin les personnes qui ont inventé ce concept de mettre un petit sticker, un petit autocollant avec un petit moustique ou une petite bébête, une petite mouche placée judicieusement à un endroit approprié, ce qui fait que le jet d'urine, eh bien, en atterrissant sur la cible, va réduire le risque qu'on en mette de partout. Alors, bon, c'est un exemple un petit peu tiré par les cheveux et vous m'en excuserez, il n'est pas très classe. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on a beau dire aux gens, aux hommes en l'occurrence, on a beau dire aux gens de changer de comportement, on peut leur demander gentiment, on peut le répéter, on peut l'écrire de partout. Il faut voir à quel point ce petit sticker qui a l'air de rien a en fait beaucoup plus d'impact sur le comportement des hommes dans les WC publics que n'importe quel écriteau, demande, etc.
Ici, le genre d'objection auquel je fais allusion, c'est lorsqu'on entend le problème, c'est pas moi, c'est les autres, ce n'est pas dans mon périmètre d'action, je ne suis pas décisionnaire, ils ne veulent pas changer, ou ils ne veulent pas le faire telle chose, ils refusent. Le problème, c'est la résistance au changement. Alors, ces objections sont très fréquentes et j'aimerais vous montrer comment moi, j'essaye d'y faire face. Je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais voilà ce que j'utilise. Alors d'abord, c'est que de mon point de vue, le problème a beau être chez les autres, les solutions sont toujours chez nous. Parce que si les solutions étaient chez les autres et que ça intéressait les autres de les mettre en œuvre, eh bien, elles auraient déjà lieu. Donc en fait, il ne faut pas se méprendre ici. Quand on dit que le problème est chez les autres et que les solutions sont chez nous, je vais jouer un tout petit peu sur les mots. Déjà, c'est pas parce que les solutions sont chez nous que c'est nous le problème. Attention, hein, ça ne veut pas dire que nous sommes la cause du problème. Par contre, ça veut dire que c'est nous qui ressentons le problème. C'est-à-dire que les conséquences défavorables, c'est nous qui les subissons, c'est nous qui sommes choqués par ça, c'est nous qui sommes touchés par ce problème. Et finalement, les autres vivent la situation plutôt bien ou pas trop mal, suffisamment pas trop mal pour ne pas se mettre en action de changement de solution, de trouver des solutions. Donc ici, ce que j'aime à dire, c'est que quand on dit que le problème est chez les autres, c'est qu'en fait, nous avons un problème, nous vivons un problème par rapport à ce que font les autres. Et dans ce cadre, c'est bien légitime, c'est bien à nous de nous mettre acteurs de solutions parce que c'est nous, aujourd'hui, qui en pâtissons. En fait, pour aller plus loin, je dirais que les gens ne résistent pas au changement. Les gens résistent au fait qu'on leur impose un changement. Et pour vous en convaincre, tout un chacun aujourd'hui, vous avez changé et j'ai changé depuis 10 ans, depuis 20 ans. Je n'ai pas le même régime alimentaire, je ne m'habille pas de la même manière, je n'ai pas les mêmes habitudes, j'écoute pas la même musique, je n'habite pas au même endroit, je n'ai pas la même famille. Et donc, en tout cas par rapport à il y a 20 ans, par rapport à 10 ans-ci, et donc forcément, j'ai changé. C'est-à-dire que même la personne dont on dit qu'elle résiste au changement, cette personne par rapport à il y a 10 ans, à il y a 20 ans, elle a changé. Donc ça veut dire qu'elle ne résiste pas au changement, elle a changé. Par contre, aujourd'hui, on lui demande de faire quelque chose, elle ne le fait pas. Elle résiste au fait qu'on est en train de lui imposer un changement. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, elle est en train déjà de changer, elle est déjà en train de faire autre chose. Donc je pense que là, c'est vraiment une excuse piège, parce qu'en fait, c'est très facile de dire que le problème chez les autres, c'est une bonne manière de se dédouaner et de dire, bah, du coup, je peux rien faire. Voilà, donc c'est pas de ma faute, hein, je peux rien faire. Donc moi, je vous propose une autre perspective, c'est de dire, malgré tout, malgré les pires résistances, les plus dures, est-ce qu'on peut quand même se rendre acteur de solutions ? Un autre point, c'est que lorsqu'on essaye de parler du changement et qu'on essaye de vendre la transformation, ce qui est très visible, c'est l'effort que ça demande. C'est-à-dire que les gens ne veulent pas des efforts de l'amélioration ou de la transformation. Alors, je vais prendre un exemple tiré par les cheveux. Tout le monde aimerait le corps de rêve sur les plages cet été lorsqu'on sera déconfiné et qu'on pourra reprofiter des belles plages de France, d'ailleurs. Mais le truc, c'est que ce corps de rêve sur les plages, il ne se gagnera qu'à coup de discipline, qu'elle soit sportive, nutritionnelle, que sais-je. Et ça, c'est un travail de tous les jours, d'aujourd'hui jusqu'à cet été. Et donc, on ne vend pas le changement en disant aux gens, il va falloir que tous les jours tu aies cette hygiène, cette discipline. Ça, personne n'en veut. Enfin, très peu de gens. Il y en a qui en veulent, mais très peu. Et par contre, beaucoup de gens seraient bien d'accord pour avoir un corps de rêve cet été sur les plages. Donc là, l'idée, c'est plutôt de travailler sur les bénéfices et moins sur les efforts à fournir. L'idée ici, c'est de se dire, on peut être acteur même si ce n'est pas dans notre périmètre, c'est-à-dire même si c'est de façon indirecte. Les gens qui mettent la cible sur les urinoirs ne sont pas là pour tenir la main, ou que sais-je, des acteurs qui sont en train d'uriner. Par contre, ils peuvent avoir un impact sur le système pour changer le comportement de ces personnes. C'est-à-dire que là, ils ont un impact indirect. Alors, je vous donne la clé de lecture que j'utilise pour l'impact de la transformation. C'est que j'aime bien dire que l'impact de la transformation, c'est la qualité de la solution que multiplie l'adoption. Ça veut dire que si j'arrive et que je propose la meilleure solution du monde, ce que moi j'estime être la meilleure solution du monde avec tous mes biais, eh bien malheureusement, cette solution n'aura aucun impact si elle est adoptée à 0%. En revanche, si les équipes de briques et de broc essayent de construire, de bricoler, de faire un patchwork et de façonner leur propre solution, même si j'estime que cette solution n'est bonne qu'à hauteur de 20%, par exemple, et ça serait mon jugement, qui vaut ce qui vaut, eh bien, si cette solution est adoptée à 100%,
alors là, par contre, il y aura un très fort impact et en tout cas, ils m'auront battu à plat de couture. Donc là, l'idée, je pense que dans la transformation, il est extrêmement intéressant de travailler en priorité l'adoption, beaucoup plus que la qualité des solutions qu'on pourra imaginer, surtout que lorsqu'on gagne l'adoption, eh bien, les gens, parce qu'ils co-construisent, vont adopter, et parce qu'ils vont adopter, eh bien, ils vont s'engager dans une dynamique extrêmement intéressante, une dynamique d'amélioration continue, et en fait, la solution, eh bien, ils auront le loisir de l'améliorer dans le temps. Donc, c'est pas très grave si on démarre avec une faible solution, parce qu'elle s'améliorera dans le temps. Ce qui est crucial, à mon sens, c'est que les gens l'adoptent, c'est-à-dire qu'ils le co-construisent, que ce soit leurs idées. Donc là, le message que je peux passer, c'est est-ce qu'on essaye véritablement de modifier les gens ou est-ce qu'on essaye de modifier le système? Est-ce qu'on essaie d'avoir un impact sur le système dans lequel travaillent ces gens de manière à ce que les gens, peut-être, soient amenés à changer de comportement plus naturellement? Alors, pour paraphraser une citation très célèbre d'Antoine de Saint-Exupéry, créer le navire, ce n'est point tisser l'étoile, forger les clous, lire les astres, mais bien de donner le goût de la mer. Je crois qu'elle a été un petit peu changée aussi dans les écrits lorsqu'on se dit si vous voulez que les gens construisent un bateau, leur dites pas comment le fabriquer, mais donnez-leur le goût de la mer ou de l'île en face. C'est vraiment ça le message. Si on les fait rêver des bénéfices potentiels, alors eux trouveront les moyens et l'énergie pour se mettre en action. Alors, tel que je viens de le dire, l'astuce que je vous donne, c'est bien sûr et j'allais dire c'est impensif, hein, ça vous l'avez probablement déjà en tête et on en a parlé dans les conférences précédentes juste avant et puis même ce matin. On essaye de co-construire et on va gagner l'adoption par la co-construction. Les questions qu'on peut se poser, c'est quelles modifications du système pourrions-nous expérimenter pour voir si ça a des effets? Quels sont les sujets qui se conçoivent actuellement sans les personnes impactées? Je pense qu'il est très important et très intéressant de réinclure des personnes qui demain vivront avec les conséquences des décisions qu'on est en train de prendre sans elles. Ça, je pense que c'est extrêmement important, c'est un très très bon levier. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit être dans toutes les réunions pendant des heures, hein. Mais rien que le fait d'inclure, d'ouvrir le débat, d'ouvrir la boîte à idées et d'inclure les gens dans la réflexion et dans la prise de décision, rien que ça peut avoir un impact énorme. Et quels sont les impacts idéaux qui pourraient nous motiver chaque matin et face à chaque difficulté? Parce que des difficultés, il y en aura. Il y aura des aléas, il y aura des opportunités, il y aura des risques, il y aura des écueils, il y aura des erreurs. Et donc, il va falloir se relever. Et se relever, ça demande de l'énergie, de la motivation. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, est-ce qu'on peut faire rêver les gens de telle manière que ça leur construise dans leur modèle mental, du coup, pour reprendre le terme de Sylvie juste avant, de leur construire un idéal qui fait que dorénavant, ils pourront affronter n'importe quel obstacle parce qu'ils ont cet idéal qui les porte. Alors, je vous propose quelques petites techniques, et si vous êtes dans l'agilité, vous les connaissez probablement, ou si vous êtes d'ailleurs dans les approches collaboratives au sens large. La première chose, c'est de construire un rêve utopique commun. Pas juste la vision d'un produit, mais plus largement un rêve utopique commun, c'est-à-dire en quoi est-ce que notre équipe, notre entreprise va avoir un impact dans le monde, dans la société, auprès de son client, de ses clients, de son marché, des utilisateurs, etc. Un autre outil extrêmement puissant, c'est le management visuel. J'aime bien dire que l'avantage de mettre les choses au tableau, physique, au mur, ça dépassionne le travail. C'est-à-dire que quand quelqu'un propose l'idée A, que quelqu'un d'autre propose l'idée B et qu'on a un débat entre les deux, ça peut virer à la confrontation, c'est l'un par rapport à l'autre, plutôt qu'un débat d'idées. Alors que lorsqu'on écrit les idées au tableau, donc on met un post-it avec A, un post-it avec B, et bien d'un seul coup, ces deux idées appartiennent au groupe et c'est plus l'idée d'un tel ou d'une telle. Ce sont les idées du groupe et on va pouvoir les discuter, les travailler, les estimer, les trier, les prioriser, les bonifier, les découper, les démultiplier, trouver des alternatives, etc. Donc je pense qu'il ne faut pas négliger le pouvoir du management visuel pour dépassionner le travail et pour vraiment rebasculer dans une démarche collective et pas juste une confrontation de débat d'idées entre un tel et une telle. Un autre point important, c'est que dans la transformation, en général, le sentiment d'urgence qui crée en fait le besoin de la transformation, c'est-à-dire qu'on a besoin par exemple de se réinventer, de se diversifier, d'innover, etc. En général, quand ce sentiment d'urgence est fort, c'est que la montagne paraît énorme à gravir. C'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose de colossal devant nous et ça va peut-être nous prendre des mois, des années, même plus.
je pense que là, il est encore plus important d'appliquer les stratégies agiles, c'est-à-dire de découper en petits progrès, en petits pas, en petits succès fréquents. Il ne faut pas négliger le pouvoir de la motivation et de l'engagement des équipes sur les petits succès progressifs. C'est-à-dire que même une petite réunion qui a l'air de rien et qui vient de changer cette semaine, parce qu'on a utilisé quelques techniques, d'autres outils, etc., cette réunion qui a l'air de rien vient de changer, elle vient déjà de créer un petit succès auprès des personnes qui ont participé. Les gens commencent à en parler autour d'eux. Et en fait, ça commence déjà à montrer qu'il se passe quelque chose, que les choses vont dans un meilleur sens, que tout le monde aurait à y gagner. Bref, je pense qu'il ne faut pas négliger le fait de pouvoir afficher et collecter et communiquer régulièrement sur plein de petits progrès, succès fréquents, par exemple à l'échelle de la semaine, même si le projet de transformation durera des années. Et enfin, j'aimerais vous parler sur ce point-là des 4 profils de Bartle. Alors, Bartle a modélisé des profils dans le secteur des jeux vidéo. Donc, ça, c'est un modèle officiel. Moi, j'aimerais vous en proposer une lecture qui n'est pas du tout scientifique, pas du tout officielle, qui n'est pas reconnue, mais que je trouve très intéressante comme grille de lecture pour essayer de retrouver, de susciter de la motivation chez les acteurs avec lesquels on va être amené à discuter. Alors, le principe du modèle de Bartle, c'est de croiser 2 axes. Donc, verticalement, est-ce qu'on est plutôt motivé, intéressé par l'action, par le fait d'agir, ou est-ce qu'on est plutôt motivé par l'interaction, c'est-à-dire le fait d'interagir? Et en axe horizontal, est-ce qu'on est plutôt motivé par les gens, c'est-à-dire que ce soit les équipes, ou que ce soit la concurrence, ou les collaborateurs, peu importe de qui on parle, ou est-ce qu'on est plutôt tourné vers le monde, c'est-à-dire le monde en tant que société, que planète Terre, qu'environnement, etc., marché, etc. Et donc, si on regarde chacun des 4 cadrans, eh bien, des personnes qui sont particulièrement intéressées par l'action et par les gens, eh bien, c'est des gens qu'on appelle compétiteurs, c'est-à-dire que ce qui les motive particulièrement, c'est la notion de victoire, c'est la notion de numéro 1. Par exemple, être le premier à faire quelque chose, ou être la personne qui va réussir à le faire le mieux, ou le plus vite, ou le plus fort. Si on regarde le profil des personnes qui aiment l'action tournée vers le monde, c'est des personnes qui vont nourrir leur motivation par les réalisations, ce qu'on appelle des accomplisseurs. C'est-à-dire que ce qui les motive ici, c'est le fait d'abattre du bois, c'est le fait de produire des résultats, de fabriquer des produits, des services, d'avoir des réalisations concrètes. Si on regarde les personnes qui sont tournées vers l'interaction vis-à-vis du monde, là, on a plutôt affaire à des explorateurs, exploratrices, et les motivations, c'est plutôt les découvertes. Pour pousser à l'extrême, ça pourrait être le côté qu'on caricature innovation ou R&D, le côté scientifique, recherche fondamentale, c'est le fait de découvrir des choses, d'accord, ou de mieux les comprendre, voilà, de les modéliser, de les affiner. Et puis, si on regarde le dernier profil, le 4e, des personnes qui sont intéressées par les interactions vis-à-vis des gens, et là, on est plutôt sur des socialiseurs. Alors, en général, c'est plutôt un profil qu'on va travailler au niveau des équipes, mais on pourrait très bien nourrir ce profil, par exemple, pour un community manager qui adorerait être dans l'interaction avec sa communauté, avec son marché ou son groupe d'utilisateurs. Ça marche tout à fait. Donc, ce que j'aime bien avec ce modèle, qui, comme tous les modèles, bien sûr, est faux, c'est juste une manière de regarder le monde, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fonction de quel est le public en face de nous, eh bien, peut-être susciter la motivation, les bénéfices, les intérêts à engendrer le changement, par soit la notion de victoire, de réalisation, de découverte ou d'interaction avec les équipes ou les communautés. Je pense que ça peut vraiment permettre aux gens d'exprimer, de verbaliser quels pourraient être les bénéfices qu'ils pourraient aller chercher. Je regarde s'il y a des questions. Pas de questions. Ok, super. Hop. Alors, les frites. Pourquoi est-ce que j'ai affiché des frites après un urine noir ? Est-ce que certains d'entre vous se souviennent de la campagne de McCain, pour ne pas faire de promotion? Je me rappelle quand j'étais plus jeune de cette pub qui disait McCain, ce sont ceux qui en mangent le plus qui en parlent le moins, et vice-versa. Et je crois en plus qu'ils ont ressorti cette pub et ce slogan tellement il marchait bien. Les objections auxquelles je fais face, c'est par exemple comment convaincre ou comment embarquer tout le monde. Je pense qu'ici, pourquoi j'ai fait le lien avec les frites McCain, c'est que quelque part, il y a une phrase aussi qu'on dit beaucoup dans les entreprises libérées, c'est dire fait rire et faire fait taire. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
je pense qu'il y a le temps du blabla, puis il y a le temps de l'action. Et je pense que l'action permet les résultats et que les résultats valent mieux que des longs discours, valent mieux que de l'argumentaire. D'ailleurs, je dirais même que produire de la donnée, c'est le meilleur des arguments, que ce soit de la donnée qualitative, quantitative, peu importe. Donc ici, je pense que ce qu'on essaie de gagner, c'est l'adhésion. Donc on a déjà vu qu'on pouvait gagner l'adoption par la co-construction. Ici, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas tellement les pratiques en soi qui sont difficiles, que je parle des pratiques agiles, les pratiques d'intelligence collective, les pratiques collaboratives, les pratiques de design, etc. Ce ne sont pas tellement les pratiques qui me semblent difficiles à mettre en œuvre. D'ailleurs, pour l'anecdote, les approches agiles, à une époque, s'appelaient les approches légères, les méthodes légères, ce qui montre bien qu'il y a quelque chose d'accessible, de léger dans les pratiques agiles. En fait, ce qui est difficile, c'est la transformation, c'est-à-dire le fait d'induire une transformation culturelle. Alors, un message là-dessus, c'est que tout à chacun, nous sommes tous plus conservateurs et plus progressistes que d'autres personnes. Alors, pas des mêmes, pas toujours, et ça peut changer, ça peut évoluer. On est le conservateur de quelqu'un et le progressiste de quelqu'un d'autre, et ça peut être l'inverse vis-à-vis de quelqu'un d'autre, et voire même ça peut s'inverser dans le temps. Dit autrement, les équipes et les individus n'avancent pas tous à la même vitesse, n'en sont pas au même niveau de maturité au même instant, et parfois, le premier devient dernier, le dernier devient premier, celui qui résistait ne résiste plus, et c'est lui maintenant le leader, et celui qui était leader, maintenant résiste. Donc ici, mon message principal, c'est expliquer oui, mais convaincre non. Et malheureusement, la frontière est extrêmement ténue, c'est extrêmement piégeux en fait. Et en fait, on est de bonne foi. Dans l'agilité, on parle de bienveillance, on parle d'empathie. Et donc, quoi de plus empathique que d'essayer d'expliquer et de répondre aux argumentaires? C'est tout à fait légitime. Et moi-même, je le fais souvent. Et j'essaie d'y prendre de plus en plus garde. C'est-à-dire que quelqu'un me demande comment ça marche. Donc moi, je veux bien lui expliquer, c'est normal, la question est légitime et je pense que ma réponse est légitime, d'accord ? Avec tous les garde-fous, tous les biais, voilà, je dis, de mon point de vue, j'explique, ça fonctionne comme ça. Et maintenant, la personne me dit, oui, mais et dans telle situation, est-ce que ça risque pas d'eux ? Et puis finalement, mais qu'est-ce qui va se passer pour eux ? Qu'est-ce qu'on pourra faire avec ça ? Le truc, c'est que je pourrais essayer de répondre à ces questions. Mais malheureusement, au moment où je vais commencer à répondre à ces questions, eh bien, je ne suis plus vraiment dans l'explication, je n'explique pas ce que j'ai compris. Je suis en train d'essayer de convaincre, je suis en train d'essayer de trouver de l'argumentaire pour rebondir à chaud sur les arguments qui sont énoncés. Et je pense que là, malheureusement, il y a une frontière un petit peu floue et sans y prendre garde, on peut malheureusement très vite tomber dans le fait d'essayer de convaincre. Et je pense que là, malheureusement, essayer de convaincre est contre-productif, c'est-à-dire que malheureusement, ça a plus de chances d'alimenter les craintes et les peurs plutôt que de vraiment lever les boucliers. Alors, moi, le message que j'aimerais vous proposer, et c'est une proposition, c'est un changement de perspective, c'est de respecter les peurs et de respecter le non. En fait, quand quelqu'un essaye d'être convaincu, demande à être convaincu, en fait, au fond, probablement que y a des peurs enfouies qui sont légitimes, qui sont normales, il n'y a pas de souci avec ça, et on est tous confits de crainte et de peur, c'est tout à fait normal. Là, je pense que c'est important de respecter ses peurs. Et la première chose, c'est de respecter le non. C'est-à-dire que si quelqu'un dit moi, je veux pas en être, je veux pas participer ce mois-ci à cette expérimentation-là, eh bien, je pense qu'il faut respecter ce non. D'abord par respect vis-à-vis de cette personne, mais je pense que ça envoie un signal très fort aussi vis-à-vis des indécis. C'est-à-dire des personnes qui n'étaient pas fondamentalement convaincues, mais qui n'étaient pas non plus fondamentalement contre, qui demandaient à ce que d'autres essayent pour voir un peu ce qui se passe. Et là, je pense que si on dit non à quelqu'un, ça dit au reste du monde, en fait, tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit de dire non, tu n'as pas le droit d'en être, tu n'as pas le droit de refuser d'en être. Et là, je pense que ça envoie potentiellement un très mauvais signal. À l'inverse, que quelqu'un dise je veux pas en être et qu'on dise bien sûr, c'est normal, c'est légitime, reste là, pas de souci, puis dans un mois, on refera le point pour voir si ça peut t'intéresser. Et là, ça peut envoyer un excellent signal aux indécis qui vont dire tiens, c'est intéressant. Il y a une cohérence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Dans les démarches collaboratives agiles, on essaye de prôner l'empathie, la bienveillance, et il y a une cohérence entre ils disent qu'ils vont respecter la bienveillance, et là, ils respectent le non. Ça paraît cohérent. Alors que dire je vous propose de la bienveillance, et par contre, je vous refuse le non, ça, pour le coup, ça me paraît incohérent, en tout cas contradictoire, et ça peut être perçu en tout cas comme tel. Donc là, voilà, moi, ce que je vous propose, c'est respecter le non. C'est la première étape pour favoriser l'adoption. Dit autrement, on n'a pas besoin d'attendre tout le monde pour être dans une dynamique d'amélioration. Et pour enfoncer le clou, il suffit de quelques volontaires
pour réaliser au plus tôt un premier succès, un premier progrès. On n'a vraiment besoin que d'une poignée de volontaires. Et tout grand changement, c'est comme un escalier, on commence par gravir la première marche. On n'a pas besoin d'attendre de voir l'ensemble de l'escalier et de voir ce qu'il y a après l'escalier pour commencer à y voir clair sur la première marche et commencer une première marche avec un premier groupe. Là, l'idée, c'est une des premières astuces, c'est de valoriser les personnes qui sont soit contre, anti, craintives, sceptiques, hésitantes, etc. Et comment est-ce qu'on peut les valoriser? On respecte le nom et par contre, on va les écouter lorsqu'elles nous disent « oui, mais je pense qu'on risque telle ou telle chose ». Parce qu'en fait, ce sont les meilleures personnes pour identifier très vite les risques. Et donc, dès qu'une personne nous dit non parce que, on peut tout de suite lui demander parce que quoi, vas-y donne-moi la liste, et à la fin la remercier en disant merci, tu as eu une super contribution sur le fait d'identifier les risques, chapeau, ça nous a bien aidé. Ça, je pense que ça peut vraiment être un levier extrêmement intéressant. Donc là, l'idée, en termes de trucs astuces, c'est d'essayer plutôt, dans l'ordre du possible, de baser la démarche de transformation sur du volontariat, et donc de donner un rôle aux anti et aux craintifs. Alors comme on vient de le voir, ils sont très bons pour identifier les risques. Il y a un autre truc qui est intéressant avec les personnes qui vont être contre, qui vont être anti, surtout celles qui crient fort là-dessus, c'est qu'en fait, c'est un excellent indicateur de progrès. C'est-à-dire que tant qu'ils râlent fort, c'est qu'on a encore des progrès à faire. Et dès qu'ils râlent moins souvent et moins fort, alors probablement, c'est un des signaux, un des symptômes que la transformation est en train de vraiment progresser. Donc, je pense qu'en fait, on peut aussi les valoriser avec ça. Alors, bien sûr, on ne va pas les mettre sur un piédestal avec ce message-là, parce que là, pour le coup, ça pourrait être un peu indélicat. Mais je pense que pour le groupe de travail, le groupe de transformation, et pour les premiers volontaires, je pense que c'est un excellent signal que d'entendre que la voix des contre et des anti est en train de baisser en fréquence et en volume. Un autre point, comme je l'ai dit, c'est de faire et de donner l'exemple. C'est-à-dire qu'il vaut mieux passer par de l'action et tout de suite montrer l'exemple plutôt que d'essayer de convaincre les autres de faire eux quelque chose. Donc là, si on veut changer de posture, et là c'est peut-être aussi une question dans une approche un peu réflexive, c'est de se dire, dans nos explications actuelles, qu'est-ce qui s'apparente à une tentative de persuasion ou à un argument d'autorité, ce qu'on appelle un argument d'autorité, par exemple, oui, mais moi, ça fait 10 ans que je suis dans la partie, oui, mais moi, j'ai tel diplôme ou j'ai tel grade ou telle chose, donc forcément, j'ai plus raison. D'essayer de dénicher dans nos propos qu'est-ce qui s'apparente à une tentative de persuasion ou un argument d'autorité. Et de l'autre côté, de poser la question ouvertement, qui est prêt et a envie de réaliser une première expérimentation? C'est le fameux « qui même me suivent ». Et ne viendront que ceux qui sont volontaires, c'est-à-dire qui ont à la fois envie et qui se sentent l'énergie, le courage et qui sont prêts à prendre le risque de faire cette première expérimentation. Ah, un joli bébé, vachement mieux que les slides précédents. Alors, je ne sais pas si des personnes comme moi ont été parents il y a quelques années ou récemment, et félicitations si c'est récent, et félicitations aussi si c'est plus ancien. Un des débats qui m'a fait tourner en rond, c'est le fameux débat, est-ce que bébé doit dormir sur le ventre, sur le dos ou sur le côté? Et en m'intéressant au sujet un tout petit peu, j'ai très vite compris que tous les 2 ans, les conseils changent. C'est-à-dire qu'une année, on vous dit c'est sur le côté, puis 2 ans après, on dit aux jeunes parents, ah ben non, c'est sur le ventre, et puis 2 ans après, on leur dit, non, en fait, c'est sur le dos, c'est vachement mieux. Puis 2 ans encore après, on leur dit, non, sur le côté, c'est quand même moins risqué. Et en fait, enfin, nous, ça nous a fait tourner en bourrique, hein, pour le premier comme pour le deuxième. Donc ici, les objections auxquelles on peut faire face et auxquelles je fais allusion, c'est par exemple lorsqu'on se dit ça veut dire qu'on doit obligatoirement faire ça. Quelle est la solution? Comme s'il y en avait qu'une. Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'on doit? Ah ben c'est évident, il n'y a pas d'autre choix, c'est forcément ça. Quelles sont les bonnes et même les meilleures pratiques? Et encore une fois, ces questions sont tout à fait légitimes. Maintenant, j'aimerais vous proposer une perspective par rapport à ces objections. Alors d'abord, de mon point de vue, il n'y a pas de bonne ou mauvaise pratique en soi. Toutes les pratiques sont bonnes pour certaines raisons et elles embarquent aussi avec elles des risques et des inconvénients. Toutes, absolument toutes. Donc là, ce que je vous propose de distinguer, c'est les notions d'avantage, d'inconvénient et de risque. Avantage, ce que ça va nous rapporter. Inconvénient, ce que ça demande comme investissement, comme compromis, comme perte acceptable, ce que vous voulez. Et risque, qu'est-ce qu'on risque d'obtenir ou de faire ou d'avoir? C'est pas sûr, mais ça peut arriver.
Dans une démarche d'amélioration, même la meilleure des pratiques sera potentiellement amenée à changer. Dit autrement, quand on est dans une logique d'amélioration, quand on est dans une logique empirique, eh bien, les bonnes idées d'un jour sont les mauvaises du lendemain. Ça veut dire qu'en fait, on ne trouvera jamais cette bonne solution, ou on la trouvera toujours. C'est-à-dire qu'elle sera toujours meilleure que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais elle sera moins bonne que celle qu'on trouvera demain pour l'améliorer. Donc, je pense que le débat bonne ou mauvaise pratique est en fait piégeux, rien que d'un point de vue sémantique. Et je pense qu'on peut avoir un regard beaucoup plus neutre sur les pratiques. Et entendez par pratique que ce soit des pratiques techniques, de rituels, méthodologiques, des idées, des choses dans les produits, peu importe. Les bonnes idées d'un jour sont les mauvaises du lendemain. Et donc, dans une démarche empirique et d'amélioration, rien n'est fondamentalement obligatoire et rien n'est fondamentalement interdit. Dit autrement, la personne qui ne voit qu'une seule possibilité finira tôt ou tard dans une impasse. Il n'y aura pas d'autre choix, elle sera bloquée, elle sera perdue. Là, l'idée, c'est plutôt d'ouvrir les possibles. Alors, ce que j'aime beaucoup dans la gestion de projet agile, y compris au niveau plus gouvernance, dans la gestion de portefeuille ou de schéma directeur ou de roadmap, c'est qu'au lieu de parler de roadmap, c'est-à-dire de feuille de route, de plan défini, sacralisé pour un certain nombre de temps, eh bien, on va plutôt ouvrir le débat sur ce qu'on appelle, alors en anglais, Map of Roads and Opportunities. C'est-à-dire qu'on va avoir plutôt une carte de route potentielle, de chemin potentiel. Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a plein de chemins pour y arriver. Et donc, nous aussi, pour notre objectif, pour ce qu'on vise, il y a plein de moyens d'y arriver. Donc, pourquoi s'interdire tous les chemins au profit d'un seul, initial, même si ça paraît être le meilleur au départ? Et aussi s'ouvrir aux opportunités, c'est-à-dire qu'il y aura plein d'imprévus, plein d'inattendus, bien sûr des aléas négatifs, mais aussi des opportunités. Et donc, est-ce qu'on se rend adaptable pour saisir au bon ces opportunités? Donc ça, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant là-dessus. C'est plutôt que d'essayer d'entériner le choix d'une pratique, d'un outil, d'une méthode aujourd'hui pour la fin des temps, ou en tout cas pour une longue durée, c'est plutôt de se dire, est-ce qu'on peut imaginer que tous les mois, 3 mois, années, est-ce qu'on pourra s'autoriser à remettre en cause ces choix et à trouver mieux? Et donc, ce qui montre bien que ce n'était pas finalement la meilleure idée dans l'absolu. Alors, le message que j'aimerais vous donner ici et les astuces associées, c'est le fait de baser les réflexions plutôt sur des données, en fait. En plus, on est à l'ère de la data. Alors là, en termes de buzzword et de mots bingo, j'ai tout gagné. Donc, la data, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en termes d'astuces, ce que je vous propose, c'est de séparer les temps d'analyse et les temps de vote. Parfois, j'observe qu'on essaye dans un même temps, par exemple dans la même réunion d'une heure ou deux, on essaye à la fois de lister les possibilités, d'analyser très rapidement, très succinctement ces idées, et de tout de suite passer à un vote. Ça y est, il faut décider aujourd'hui. Je pense qu'en fait, on n'est pas obligé de décider aujourd'hui, et voire même si on décide aujourd'hui, on peut décider aujourd'hui, mais pour un laps de temps donné, par exemple, et si on expérimentait quelque chose pendant une semaine, un mois, et puis on se revoit, on collecte des informations, et on réévalue. Voire même, est-ce que dès le départ, on peut se dire, tiens, on imagine 3 possibilités, et bien de facto, tout de suite, on sait que les 3 prochaines semaines, on va expérimenter chacune des 3 idées. Ou voire même, la prochaine semaine, eh bien, il y a 3 équipes qui vont essayer 3 techniques différentes, et on se revoit dans une semaine pour faire le bilan et voir un petit peu qu'est-ce qu'on a appris de ces choses-là par rapport à ce qu'on croyait de bien, de pas bien, de possible, d'impossible. Et puis peut-être qu'est-ce qu'on a collecté de nouveau, de surprenant qu'on n'imaginait pas au départ, les inattendus, les opportunités, les hasards heureux. Donc là, mon conseil ici et une astuce, c'est de dire on sépare les temps d'analyse et de vote. Après, bien sûr, quelque chose de très utile, et on en a parlé, par exemple, juste avant dans la conférence avec Sylvie, c'est de jouer d'empathie et de se faire l'avocat du diable. J'ai adoré le truc astuce que Sylvie nous a donné juste avant de nous quitter. C'est le fait de dire, quand on est sûr de son coup ou qu'on croit beaucoup à quelque chose, eh bien, pourquoi pas tout de suite se poser la question inverse, se dire, tiens, et si c'était le contraire? Et si on se fourvoyait complètement? Donc, de se faire l'avocat du diable. Je pense que c'est une excellente technique, justement, pour voir un peu plus le champ des possibles. Une des approches que j'affectionne particulièrement dans les approches du Lean et de Kanban, et qui vient d'une technique qu'on appelle le A3, c'est le fait de devoir exprimer au moins 3 alternatives différentes de pistes de solutions, d'amélioration, pour résoudre un même problème. Dit autrement, si je suis capable d'énoncer 3 choses différentes, mais vraiment différentes, qui attaquent le problème à des niveaux différents, si je suis capable d'énoncer 3 possibilités d'adresser le même problème,
alors ça montre un peu mieux que j'ai peut-être mieux compris le problème, que j'ai mieux délimité, bordé, cadré ce problème, que je l'ai mieux compris. Et l'ayant bien digéré, maintenant je sais mieux où et comment agir. Donc c'est une technique qui vaut ce qu'elle vaut, mais dit autrement, si quelqu'un ne voit qu'une solution, ou que deux, mais que dans les deux, il y en a une qui est impossible, donc en gros ça veut dire qu'on n'en a qu'une. À l'inverse, si je peux défendre 3 idées complémentaires ou alternatives et que les 3 se valent, alors peut-être que j'ai mieux compris le problème. Encore une fois, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle améliore grandement le débat. Et enfin, bien sûr, mesurer le temps, c'est-à-dire que mesurer dans le temps, c'est-à-dire que rien de mieux que de la collecte de mesures effectives, quantitatives. Une donnée battra toujours un argument. Donc vraiment, ça a beaucoup de poids. Je pense que les données, il ne faut pas hésiter à les collecter. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait de management visuel. Eh bien, le fait de montrer et d'afficher au mur les résultats progressifs au quotidien, c'est un excellent moyen d'avoir un impact sur le système et que les gens qui passent régulièrement devant ces mesures qui sont affichées, eh bien, commencent à changer un petit peu leur façon de voir le monde, c'est-à-dire de changer leur modèle mentaux, si je ne me trompe pas par rapport à ce que nous a expliqué Sylvie tout à l'heure. Alors, les questions que je vous propose pour essayer de changer de posture: en quoi ces pratiques sont-elles intéressantes et risquées? Quelles sont nos options et nos alternatives potentielles, c'est-à-dire de démultiplier les solutions potentielles? Et quelles sont les données qui pourraient nous permettre de prendre de meilleures décisions? Et là, on se met tout de suite en recherche de données, de collecter des données qualitatives et quantitatives qui pourraient nous permettre de mieux décider. Et enfin, pour finir, je vous propose le Santa Maria, la Santa Maria en l'occurrence. Vous avez peut-être reconnu le bateau de Christophe Colomb, un des 3 bateaux qui est parti découvrir les Amériques, ou plutôt qui a découvert les Amériques en pensant découvrir un nouveau chemin vers les Indes. Là, ce qui est rigolo avec cette histoire, je trouve, c'est qu'au moment où, enfin, j'essaie de me mettre à la place de ces gens-là qui sont partis, ces gens pensent trouver les Indes, et en fait, ils n'ont aucune idée de combien de temps ils vont mettre à trouver les Indes. Et pour l'anecdote, ils sont arrivés au début, je crois, de mémoire aux Antilles ou au-dessus de Cuba. De mémoire, c'est genre République dominicaine, je crois. En gros, ils arrivent dans les Antilles. Et en fait, ils ont mis 36 jours. Mais si on regarde la carte, même s'ils avaient fait des calculs d'astronomie et qu'ils s'étaient dit la Terre est ronde et on va trouver un autre chemin de l'autre côté, objectivement, c'est pas 36 jours qu'ils allaient mettre, mais c'est quelque chose comme 200 jours. Enfin, c'est un truc colossal. Donc, quelque part, ils ont même eu de la chance de le trouver en 36 jours, en plus poussé par des vents forts, les alizés, qui soufflent à ces niveaux-là. Alors, je dis pas qu'ils ont eu de la chance et qui, en tout cas, ils ont eu beaucoup de mérite de le faire. Là où je voudrais en venir, c'est par rapport aux objections. C'est pas tellement des objections, mais c'est quand on nous demande combien ça va coûter, quelle est la roadmap, est-ce que ça y est, on y est, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on est bon ou pas, combien de temps ça va prendre, sommes-nous sûrs qu'on l'aura ou qu'on l'aura pas, à quelle échéance, est-ce que ça y est, on est arrivé, est-ce que c'est bon. Et quelques remarques aussi, c'est comment mesurer la performance de la transformation. Et un autre point, c'est de dire que les pratiques agiles et collaboratives coûtent cher, parce qu'on voit beaucoup de monde très souvent agglutiné ensemble et on se dit ça coûte un bras. Donc j'aimerais vous proposer ma lecture par rapport à ça, une mise en perspective. Et j'ai bientôt fini, je vois le temps, on est bientôt au bout. Donc sur la performance, en fait, je pense que le potentiel d'amélioration est infini. Donc quelque part, il n'y a pas de fin. On dit souvent, alors je sais que ça fait un peu poncif de dire ça, il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est un chemin, donc on peut toujours faire mieux, dit autrement. Un autre message, c'est qu'on n'essaye pas vraiment de se comparer aux autres. Alors je sais que c'est important de se comparer aux autres, par exemple dans le business, ne serait-ce parce qu'il y a de la concurrence, il y a des parts de marché, etc. Et pas que, hein, il y a des brevets, il y a des choses comme ça. Donc on peut se protéger des autres. Mais véritablement sur la performance, je crois que les plus performants, c'est ceux qui, au lieu de se comparer aux autres, se comparent à eux-mêmes dans le passé et se disent comment tous les jours est-ce qu'on peut être meilleur qu'hier. Parce qu'en fait, quand on se compare aux autres, on trouvera toujours des gens meilleurs et toujours des gens moins bons. Donc, ce n'est pas vraiment l'objet de se comparer aux autres. Regarder ce que font les autres est une bonne idée pour s'inspirer. Mais par contre, se comparer aux autres pour dire on est bon ou on n'est pas bon, ça, malheureusement, je pense qu'il suffit. En fait, c'est beaucoup plus simple de se dire on regarde ce qu'on a fait il y a 6 mois ou il y a 3 ans et est-ce qu'aujourd'hui on est meilleur ou pas. Et je pense que là, on a un vrai potentiel infini d'amélioration. Donc, ce qui compte de mon point de vue, ce n'est pas tellement le score de la performance, mais c'est plutôt l'amélioration continue du score. De mon point de vue, la performance durable, c'est une question de progression dans la durée.
Alors, quelques messages par rapport à ça, et les approches agiles sont très, très, très bonnes là-dessus, très intéressantes. C'est que pour protéger l'argent, on va protéger le temps, celui qui est maître du délai et maître du budget. Et pour protéger le temps, on va le découper et on va essayer de livrer un maximum de valeur en un minimum de délai. Ceux qui ont vu la conférence de Sylvie juste avant avec l'exemple de la loi de Pareto des 80-20, c'est exactement ça. Est-ce qu'on pourrait déjà, en une semaine, en un mois, est-ce qu'on pourrait déjà maximiser la valeur de la transformation, avoir le plus grand impact possible? Donc, par exemple, pour ceux qui utilisent des rituels agiles, attention de protéger la durée de ces rituels. Dit autrement, on ne se dit pas combien de temps et de moyens il faut pour faire quelque chose, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux dans le temps et les moyens donnés. Je vais en arrêter là. Je vous enverrai le lien vers les slides. Il y a un dernier slide sur les coûts, mais ce n'est pas le point. Je vois que le temps est parti. Je vous mets le petit récap ici. Merci à tous.